Comme l'annoncent les affiches et les écrans autour de nous, et comme l'a développé Madame Bourguignon dans son exposé introductif, nous sommes invités à travailler toute cette belle journée qui commence sur la question du féminin aujourd'hui. Comme il apparaît clairement sur la plaquette, je marque volontairement les 3 niveaux du titre de ce colloque. Aujourd'hui, samedi 22 novembre 2025, nous sommes pris entre 2 journées internationales importantes. Le 20 novembre est la Journée internationale des droits de l'enfant et le 25 novembre est la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, instaurée par l'ONU le 25 novembre 1999. Aujourd'hui, dans ce cadre, des manifestations sont prévues un peu partout en France et à Paris, en particulier pour dénoncer ces violences. Notre colloque entrera donc en résonance avec les mouvements sociétaux qui agitent la rue et la société. Je profite de ce contexte pour porter à votre connaissance l'existence d'une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, la MIPROF. Elle s'est vue confier par son décret de création du 3 janvier 2013 la fonction d'Observatoire national des violences faites aux femmes. Roxana Maracineanu en est l'actuelle secrétaire générale. Il existe un site internet mis en place par cet observatoire, arrêtonslesviolences.gouv.fr, dans lequel nous trouvons des données chiffrées regroupées dans l'onglet « Les lettres de l'Observatoire national des violences faites aux femmes ». Ces lettres sont de véritables dossiers de plusieurs dizaines de pages. Nous apprenons dans la lettre numéro 21 de 2024, consacrée à l'impact des violences sur la santé des femmes, que une femme sur 6 déclare avoir été victime de violences physiques et ou sexuelles au sein du couple au moins une fois depuis l'âge de 15 ans. Et que plus d'une femme sur 4 déclare avoir été victime de violences psychologiques au sein du couple au moins une fois depuis l'âge de 15 ans. Selon un rapport de l'ONU publié le 25 novembre 2024, 85 000 femmes ont été tuées de manière intentionnelle en 2023. Et le domicile reste, entre guillemets, l'endroit le plus dangereux pour elles, puisque 60% ont été tués par leurs conjoints ou d'autres membres de leur famille. Chaque jour, 140 femmes ou filles meurent sous les coups ou agissements de leur partenaire ou d'un parent proche, ce qui signifie qu'une femme, fille, est tuée toutes les 10 minutes. La question qui s'impose alors est « Pourquoi tant de haine ?» Peut-être que notre journée apportera des éléments de réponse. Il me semble important de préciser ici que nos colloques se veulent, depuis le commencement, théoriques et cliniques, ce qui signifie que l'approche que nous avons de la thématique du jour n'est ni idéologique, ni sociologique ou philosophique. Nous appuyons notre prise de parole sur notre psychanalyse personnelle, notre pratique clinique quotidienne et les constructions théoriques qui s'y articulent. Les enjeux politiques et sociaux sont une chose, l'écoute psychanalytique des êtres en souffrance psychique ou corporelle une autre. Pour autant, les psychanalystes ne vivent pas et ne travaillent pas en dehors de la société. Mais il me semble important de rappeler aux auditeurs que les cabinets de psychanalyse sont des lieux particuliers où circulent des paroles inouïes. Foin des discours sociétaux et du politiquement correct, lorsqu'il s'agit d'exprimer à voix haute, sont plus intimes, sont plus inavouables et sont plus inconnus à soi-même. Toute chose qui ne se répète guère en dehors du divan. Puisque le titre de notre journée pose qu'il existe une question du féminin, demandons-nous qui questionne qui ? Est-ce le féminin qui questionne l'humanité ou l'humanité qui questionne le féminin ? Est-ce une question qui intéresse les hommes, qui intéresse les femmes ou les deux ? Le titre de mon intervention est venu de la lecture des 28 brèves que le docteur Fernando de Amorim a consacrées à ce sujet en l'intitulant « Le féminin et son lien avec la féminité ». Brève rédigée il y a quelques années
en un peu plus de 2 mois et publié dans un recueil en 2023, et dans lequel il théorise des distinctions importantes entre des termes régulièrement utilisés comme équivalents, particulièrement femme, féminité et féminin. Ainsi, je vous invite tout au long de la journée à garder en tête que lorsque nous parlons du féminin, nous ne parlons pas uniquement des femmes. J'attire votre attention sur ce point car je me suis souvenu en préparant cette intervention que lorsque nous avons organisé nos colloques sur la sexualité en psychanalyse, il s'agissait pour nous de ne pas confondre sexualité et génitalité et de ne pas considérer que la sexualité masculine ne concernait que les hommes. Aujourd'hui, nous travaillerons à ne pas confondre et à ne pas amalgamer femme, féminité et féminin. Je voudrais dire quelques mots maintenant sur une conférence que Françoise Dolto a prononcée en 1968 à l'Institut catholique de Louvain, intitulée « Sur la féminité », que vous trouverez dans le recueil Le Féminin, paru chez Gallimard en 1998. Je souhaite citer quelques passages de cette conférence parce que Françoise Dolto est très décriée dans certains milieux aujourd'hui, autant qu'elle a pu être médiatisée et populaire dans les années 70 et 80. Il me paraît important de signaler la force et l'impact de certains de ses propos et de rappeler dans le texte leur teneur. Elle articule en particulier les relations entre le père, la mère et l'enfant, les rôles et les places qu'ils ont à occuper afin que l'enfant grandisse. Elle annonce ainsi concernant le fait pour un couple de faire un enfant, je cite, « Vous me direz qu'il ne vient pas toujours un enfant. En effet, le désir de l'homme et le désir de la femme ne suffisent absolument pas pour mettre un enfant au monde. Il faut que l'enfant désire naître. » C'est hardi comme affirmation. Elle enfonce le clou quelques lignes plus loin en disant « Et l'enfant est là, il est arrivé parce qu'il désirait vivre. » C'est une phrase forte qui vient interpeller l'être et lui dire sa propre part de responsabilité dans sa venue au monde. C'est un postulat fondamental de la psychanalyse de parier sur la responsabilité de l'être, ce qui ne signifie pas que l'être soit seul et tout-puissant. Un peu plus loin, elle aborde la question de l'usage de la pilule contraceptive. Je rappelle que la loi dite Neuwirth, autorisant l'usage de la pilule contraceptive, date de décembre 1967. Françoise Dolto, en 1968 donc, donne son avis sur le pouvoir que cela donne aux femmes de donner ou non, dit-elle, le feu vert à la conception d'un enfant. Elle a cette formulation remarquable que je livre à votre sagacité. Je cite, « Elle fera alors un enfant non pas par désir, mais elle fera feu vert au désir inconscient par besoin d'un enfant. Et il est terrible pour les enfants de naître d'un besoin. » Elle aborde également la question des identifications de l'enfant et de la façon dont les parents devraient se positionner vis-à-vis de ces identifications. Ici, elle parle des garçons. Je cite, « C'est à ce moment-là qu'elle parle des névroses, s'enracine chez le petit garçon. Parce que s'il ne surpasse pas la non-identification à sa mère, il est dans un cercle vicieux dont il ne peut sortir. Il faut absolument que le père soutienne par des paroles la non-identification aux femmes et l'identification aux hommes. » Je souligne le « par des paroles » qui vont avoir de l'effet sur l'enfant en valorisant ce qui favorisera pour lui la découverte du génie de son sexe. Expression qu'utilise régulièrement Françoise Dolto dans sa conférence relativement aux hommes et aux femmes. J'espère avoir donné une idée avec cet exemple de la labilité imaginaire en jeu et de l'importance du positionnement de chaque protagoniste dans ces histoires, d'un point de vue réel, imaginaire et symbolique. Avant de revenir sur ce que j'ai retiré de la série des presque 30 brèves dont j'ai parlé plus haut, je signale qu'aujourd'hui, Fernando de Amorim ne parle pas de père et mère en tant que tels, c'est-à-dire en tant qu'individus, mais de la façon dont leurs instances intramoïques, en tant qu'hommes et femmes, leur propre résistance du surmoi et grand autre non barré, entrent dans la triangulation oedipienne et dans leur relation à l'enfant et dans leur façon de s'en occuper et de l'aider, ou non, à grandir.
Il ne s'agit pas de les culpabiliser ni de les accabler, mais de comprendre comment se nouent les trames des destins afin de dénouer, dans la clinique psychanalytique, les nœuds qui entravent les êtres et les empêchent de devenir sujets, c'est-à-dire de construire sa responsabilité, de conduire aussi sa destinée. Tout au long de ses brèves portant sur le féminin et son lien avec la féminité, Fernando de Amorim parle régulièrement de position et de posture, du rapport que l'être, qu'il soit de sexe masculin ou de sexe féminin, entretient avec le phallus imaginaire et avec le phallus symbolique. Il y est beaucoup question de castration, c'est-à-dire d'un manque symbolique. Rappelons que Jacques Lacan distingue de ce manque symbolique le manque imaginaire qu'est la frustration et le manque réel qu'est la privation. Ce sont les effets de castration symbolique de la psychanalyse qui sont attendus pour faire advenir le féminin. Pour distinguer la féminité du féminin, il commence par écrire que le féminin passe toujours par le grand autre barré, alors que la féminité passe par le petit autre masculin. Il situe la féminité du côté de l'artifice, qu'elle concerne le public, et le donner à voir, tandis que le féminin concerne le privé et l'intime. La féminité, dit-il, je cite, indique le rapport de la femme au phallus imaginaire. Le féminin indique, lui, le rapport de la femme au phallus symbolique. Voici maintenant quelques passages dans les brèves qui suivent qui nous éclairent sur le fait que le féminin s'applique aux deux sexes. Il dit « Il n'y a pas de féminin sans castration ». Dans une des dernières brèves, il dit « Le féminin est le résultat de motions pulsionnelles traversées par l'autre barré ». Je rappelle que ce grand autre barré est du côté du symbolique. Une part importante de ces brèves décrit le processus par lequel passe le dégonflement du moi et la castration symbolique de l'être. Le moi est aliéné car construit à partir d'identifications imaginaires, ce qui lui fait dire, dans la 16e brève, un être féminin, c'est un être qui a réussi à se débarrasser de ses pères et mères imaginaires. Et pour revenir une fois de plus sur le fait que le féminin concerne aussi bien l'homme que la femme, à l'issue d'une psychanalyse, il écrit « Le féminin est une construction où la castration de l'homme et de la femme se rencontrent au nom du manque, donc du phallus symbolique. » Pour conclure mon intervention, je me tournerai vers le poète et chanteur Jean Ferrat, qui, il y a 50 ans, en 1975, chantait « Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Peut-être pourrons-nous dire aujourd'hui que le féminin est l'avenir de l'humain. Je vous remercie.